RCF. La paix, un artisanat au quotidien. 45 ans au service de la paix avec la communauté Sant'Egidio. C'est une communauté de laïcs au cœur des pauvretés et au service de la paix. Alors qui sont-ils? Comment agissent-ils? Des éléments de réponse ont été fournis par Monseigneur Paglia, cofondateur de la communauté, lors d'une conférence à Orléans en mars dernier. Jean-François Mézières, qui a participé à cette conférence, est avec vous qui nous écoutez aujourd'hui pour vous partager les points forts de cette soirée. Bonjour Jean-François. Bonjour Marie-Thérèse. Voilà, et donc vous pouvez peut-être nous dire un petit peu quelle est l'origine de cette conférence, pourquoi ce thème et comment ça s'est passé. Volontiers. Cette soirée donc était organisée par une association qui s'appelle Christianisme et Société. Alors les deux mots la situent, christianisme, mais dans le souci de conversation avec le monde et de manière écuménique. Et il se trouve que Guillaume de Clermont est membre du bureau de l'association et qu'il connaît par l'intermédiaire de son père fort bien Monseigneur Paglia. Et c'est par ce lien, donc, c'est nos amis protestants qui ont permis à un dignitaire de la curie romaine de venir à Orléans. Voilà. Alors, qui est ce Monseigneur Paglia que nous ne connaissions pas? Alors c'est d'abord un prêtre italien, qui a vécu son ministère dans différentes paroisses et entre autres d'Italie. Dans une paroisse de Rome, dans un quartier qui était très populaire. Dans un quartier populaire de Rome, et qui a toujours été sensible donc à ce côté populaire, ce côté de la pauvreté, et puis sensible aussi à tout ce qui divise, quoi, chercher les rapprochements. Alors, il a bien sûr exercé de nombreuses responsabilités pour être reconnu, et c'est en 2000 que Jean-Paul II l'a nommé évêque. Sa manière d'être, sa manière de vivre, sa faconde, je dirais, en même temps romaine, l'amenait à être reconnu dans de nombreux milieux et à avoir plus récemment des responsabilités importantes comme président de la commission pontificale pour la famille. Alors dans les temps qui courent, on peut imaginer que c'est une responsabilité particulièrement importante. Tout à fait. Dans le cadre de la préparation du synode sur la famille. On peut noter aussi retenu qu'il a été président de la commission œcuménisme au sein de la conférence des évêques italiens. Donc on voit qu'il y a toujours ce côté, l'appel, l'œcuménisme, l'ouverture. Voilà. Et il a fondé donc cette communauté Sant'Egidio avec un dénommé Andrea Riccardi. Oui. Et donc, ça remonte maintenant, je crois, à 1968. Oui, la fin des années 60, donc des événements, des bouleversements en Europe, et donc des jeunes étudiants romains se retrouvent, comme je crois dans de nombreux lieux d'Europe, pour essayer de voir clair dans ces temps de recherche de nouveaux repères. Mais avec cette conviction que vivre l'évangile, c'est aussi être un peu ami des pauvres. Oui, c'est à la fois, on pourrait presque retrouver action et contemplation de Thésée. C'est à la fois la fraternité auprès des pauvres, et alors dans des quartiers populaires de Rome. Oui, on va y revenir. On y reviendra. Et puis la prière. Donc la prière sans, on pourrait dire aujourd'hui la diaconie, mais au sens vraiment, c'est le vivre avec, c'est pas se mettre au service des pauvres et aller les voir. C'est vivre avec. Vivre avec. Voilà. Vivre l'évangile, on peut dire dans la proximité des plus pauvres. Tout à fait. Voilà. Et c'est cette proximité qui est
qui est tout à fait essentiel. Avec troisième idée, c'est que ce souci du plus vulnérable conditionne la paix. Tout à fait. Puisqu'il y a un peu toujours de la violence au cœur de chacun, comme au cœur des peuples. Et donc pour eux, cette action avec les pauvres, c'est continué, c'est poursuivi en quelque sorte dans une action internationale. Progressivement, pour répondre à des demandes, oui. souvent. Et alors, je crois que vous avez raison de bien resituer là, au début des années 70, parce que ayons en tête qu'on a encore dans l'Europe des blocs, dans des idéologies très fortes, et donc avec en Italie les brigades rouges, donc des extrémismes forts. Donc là, il y a une posture à la fois de prière, de paix, mais qui est en même temps un projet politique. Qui inclut justement la paix civile et bien sûr la paix internationale. Bon, alors après la pause, on va rentrer plus à fond dans ce que vivent les laïcs, puisque ce sont des laïcs de la communauté. Volontiers. Fidèles et ordinaires, des gens de paix, des porteurs d'eau et de lumière, des gens de paix, des quatre horizons de la terre. Sans faire de bruit, sans insolence, sans commentaire, ils partagent notre existence comme des frères. Comme un coup de soleil, une flèche de l'arc-en-ciel. Éthiopien, copte du Soudan, Druze des Sèvres, Falachmoura, Soufi, Afghan, moine berbère. Ils portent l'essentiel, le bleu du ciel. Des gens de paix, des porteurs d'eau et de lumière, des gens de paix, fidèles, simples et ordinaires, des gens de paix, des porteurs d'eau et de lumière, des gens de paix, des quatre horizons de la terre. Sur RCF Loiret, deuxième partie de Croire aujourd'hui avec Marie-Thérèse Pommier. La communauté Sant'Egidio a travaillé et travaille toujours depuis 45 ans au service de la paix. Et avec Jean-François Mézières, nous vous faisons partager la vie de cette communauté, ses actions, à partir de la conférence de Monseigneur Paglia qui est venu à Orléans au mois de mars. Alors Jean-François, vous venez de nous retracer un peu les origines de cette communauté. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. C'est une communauté de laïcs. Comment vivent-ils cette mission qu'ils se sont donnée ? Je crois, comme on l'a dit à l'origine, ce sont des jeunes étudiants romains qui commencent à vivre en proximité, en communauté, avec des temps de prière réguliers. Je crois qu'ils se rassemblent tous les soirs. Alors tous les soirs, sans doute à l'origine, je pense que désormais peut-être à Rome même, dans la communauté voilà. d'origine. Hein. Et qui s'est donc sur ces trois piliers de la prière, de la pauvreté, de la paix, ont essaimé un peu à travers l'Europe et aujourd'hui à travers le monde entier avec un grand nombre de communautés, je crois 70 environ, qui sont en lien avec l'équipe fondatrice dont le personnage principal est Andrea Riccardi,
parce qu'il est un juriste, diplomate, qui était ministre dans le gouvernement de Mario Monti, ministre chargé du développement, qui a écrit de nombreux ouvrages, qui est un personnage de référence. Mais enfin, ce ne sont pas ces personnalités qui font Non, la parce que je communauté. crois que les membres de cette communauté sont d'une part très divers. Il y a aussi bien des universitaires que des ouvriers, des avocats, des retraités. Et pour un certain nombre, ils ont leur activité. Tout à fait, donc une grande diversité. Et puis, on pourrait dire, il y a, Sant'Egidio, c'est pas un monopole, il y a beaucoup d'autres initiatives. Pourquoi Sant'Egidio? C'est simplement le nom de la chapelle? Le nom de l'église Saint-Gilles, à Rome, où ils se sont retrouvés régulièrement à l'origine. Voilà, D'où ce nom de Sant'Egidio, quoi. Avec toujours la conviction que ce qui est commun est plus important que ce qui divise. Et la prière, c'est ce qui nous pousse à sortir de nous-mêmes. Voilà. Chaque frère n'est pas étranger. Le premier étranger, en fait, c'est le pauvre. D'où, à l'origine, ce qu'on évoquait, quoi, ce souci de proximité, de vivre avec. Et alors ça se traduit concrètement comment? Alors ils enracinent leur action dans leur foi, dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu. Et concrètement, que vivent-ils? À Rome, par exemple, puisque c'est là comme de nombreuses structures de solidarité, de fraternité, ça va de l'alphabétisation à la distribution de repas, mais aussi l'hébergement de sans-abri. Tout à fait. Oui. Donc, ce qu'on va retrouver ailleurs, bien sûr. Et même maintenant, je crois, ils ont des maisons de retraite. Alors, des maisons de retraite, bien sûr, au fil du temps. Et puis une initiative qui m'a particulièrement marqué, ce qu'on appelle des écoles de la paix. Ce sont des centres de formation pour soutenir des jeunes, des adolescents dans leur intégration scolaire. Donc soutenir des familles qui peuvent avoir des difficultés dans leur insertion. Donc, actuellement dans le monde, plus de 30 000 enfants bénéficient de ces structures, de ces écoles. Bon, là aussi, rien d'unique, mais tout un esprit, alors qui correspond aussi à ce souci de paix, quoi, de proximité. Oui, avec cette idée que la pauvreté extrême peut aussi engendrer des actions de violence. Et donc, c'est en aidant et en vivant avec ces pauvres, c'est une façon aussi de vivre pour la paix, d'instaurer la paix sociale. C'est fondamental, effectivement. C'est là aussi l'expression politique de la communauté. La conviction qu'il n'est pas possible d'être chrétien sans donner sa vie pour les autres, voire aller jusqu'au martyr. On est au cœur du Jeudi Saint, et ça marque l'authenticité de Sant'Egidio, alors notamment dans des communautés qui se sont fondées, et puis au fil des années, donc les responsables fondateurs qui étaient des lycéens ont fait des études, donc beaucoup sont devenus juristes, diplomates, ont eu des responsabilités, ont développé des réseaux à travers le monde entier, ce qui les a amenés, comme on le disait, d'une part à essaimer, et puis à travailler à la paix, souvent dans la coulisse, au-delà du travail diplomatique officiel. Et vous-même avez eu contact avec... Enfin, il existe une communauté Sant'Egidio à Paris, je crois. Oui. Et vous-même avez eu contact avec tel ou tel membre de cette communauté? Oui, il existe alors un groupe qui est à l'église Saint-Bernard à Paris, et puis une communauté... je parle d'une vingtaine de personnes qui a été accueillie sur le diocèse de Créteil par Monseigneur Sentier et qui
se réunit, se rassemble pour la prière à l'église de Saint-Pierre de Charenton, le pont, en bordure du bois de Vincennes, si bien que j'ai notamment rencontré un des membres qui consacre tous ses week-ends à rencontrer des sans-abri qui vivent dans le bois de Vincennes, à proximité. Voilà une action concrète. C'est concret. Tout près de chez nous. Tout près de chez nous, plus de 200 personnes vivent dans le bois de Vincennes, dans des abris et sont SDF. Donc leur action, elle a d'abord été centrée sur les plus pauvres, disons, de la banlieue romaine, hein, et s'est étendue maintenant de façon internationale, mais en même temps, ils ont été très acteurs sur le plan international. Parfois le sang coule du chant de leur prière, laissant l'amour passer devant comme un éclair, comme un coup de soleil, une flèche de l'arc-en-ciel. Mais quand ils font monter l'encens des monastères, ils cicatrisent les blessures de l'atmosphère. Ils portent l'essentiel, le bleu du ciel. Des gens de paix, des porteurs d'eau et de lumière. Des gens de paix, simples, fidèles et ordinaires. Des gens de paix, des porteurs d'eau et de lumière. Des gens de paix, des quatre horizons de la terre. Comme un coup de soleil, une flèche de l'arc-en-ciel, une larme d'éternel, un goût de miel. Des gens de paix, des gens de paix, des gens de paix. Avec Jean-François Mézières, Croire aujourd'hui vous fait découvrir la communauté Sant'Egidio, présentée lors d'une conférence à Orléans au mois de mars. Alors cette communauté, au cœur des pauvretés, est au service de la paix. Et on a parfois dit, en effet, que cette communauté était un peu l'ONU du Trastevere, du nom de leur implantation. Alors maintenant, parlez-nous un peu de cette action de la communauté Sant'Egidio au service de la paix, pas seulement dans les quartiers périphériques de Rome où sévit la pauvreté, mais aussi sur le plan international. Comment elle est active dans cette médiation, disons, au service de la paix? Alors effectivement, c'est heureux les artisans de paix, et c'est ce qui a conduit, alors destin des chemins professionnels, les fondateurs de la communauté à se trouver au cœur de conflits particulièrement rudes. Et à mettre en place des médiations selon des process un peu innovants, originaux, souvent basés sur la rencontre directe. La rencontre directe des partis des partis en complaisance. En complaisance et en opposition. Et en opposition. Oui. Alors tout ça se faisant dans la discrétion. Exactement, quoi. C'est une sorte de, non pas une diplomatie occulte, mais ce souci d'arriver à retisser du lien.
Des contacts humains plutôt qu'une stratégie diplomatique, dirons. Oui, alors qui est aussi indispensable, nécessaire, mais s'il n'y a pas de ce contact humain, et là Vincenzo Paglia nous a donné l'exemple durant les conflits dans les Balkans, quoi, Oui. où lui-même a eu l'occasion de rencontrer dans la même journée, faisant des dizaines de kilomètres, Milosevic et puis le principal opposant, donc j'ai oublié le nom, mais Dans le Kosovo. au Kosovo, là, pour arriver à parler en vérité, quoi, et à identifier, quoi, les points susceptibles de permettre aux parties au conflit de faire un pas vers l'autre. C'est-à-dire faire émerger peut-être ce qui les unit plutôt que de mettre l'accent sur ce qui les oppose. Et tout à fait, tout à fait. Ce qui permet effectivement, ce qu'il y a dans tout conflit, quoi, parce qu'on c'est toute l'histoire de l'humanité depuis Caïn et Abel, quoi. On imagine l'adversaire et à partir du moment où il y a de la médiation qui se fait, il y a du lien qui peut commencer à renaître. Et le premier processus qui a abouti, c'est au Mozambique. Au Mozambique, oui, c'est intéressant comme exemple. C'est intéressant. Alors pourquoi Mozambique? J'avoue que je ne sais pas. Il y a sans doute des raisons historiques, mais de connaissances, parce que souvent des responsables de pays ont fait des études en Europe ou ont eu l'occasion de se connaître. Il y a aussi le lien alors que peut apporter discrètement le nonce apostolique, les évêques, des responsables religieux, pasteurs protestants, comme on l'a vu plus récemment au Mali, dans les contacts. Mais à chaque fois, donc c'est pas une grande conférence avec les médias qui sont convoqués, mais un processus discret de médiation. Je crois que c'est le mot-clé, quoi, être médiateur pour arriver à rapprocher. Et avec l'idée aussi, me semble-t-il, de penser l'avenir, de bâtir, autrement dit, une paix durable. Bâtir une paix durable, ce qui est très lié in fine aux personnes qui signent un accord, parce qu'on peut avoir le plus bel accord signé. Un accord qui reste lettre morte. Qui reste lettre morte. Ils ont donc presque un souci de construction politique. De construction politique, et puis ensuite d'être de modestes garants, je peux dire, là aussi, non pas en droit international, mais par leur présence. Moi, un des points que j'ai découvert qui m'a le plus étonné, c'est comment la communauté Sant'Egidio a contribué au cœur des années 80-90, quand l'Algérie était en pleine guerre civile, à permettre l'émergence de ce qu'on appelle la plateforme de Sant'Egidio, un accord qui a largement contribué à la fin de cette période tragique dans l'histoire de l'Algérie. Alors oui, dans un pays musulman, on connaît un peu les difficultés de l'Algérie, aujourd'hui encore, d'ailleurs, pays qui traverse toujours des fragilités, disons. Cette plateforme est le résultat d'un souci de médiation. Alors, ce qui veut dire aussi bien identifier, quoi, les logiques des parties en présence, les personnalités, quoi, parce que la connaissance des leaders, de leur histoire, de leurs attentes, est aussi un élément clé pour faire de la médiation, faire du rapprochement. Donc ils interviennent à la demande, et ils sont intervenus beaucoup dans des pays africains. Oui, particulièrement parce que je crois que là, c'est simplement là aussi des raisons historiques simples qui l'expliquent, des connaissances, on fait connaissance à l'université ou on accueille à Rome ou à Paris des jeunes étudiants qui, quelques années plus tard, sont en responsabilité dans leur pays et qui sont autant d'éléments finalement c'est du réseau, on pourrait dire, mais du réseau au service de la paix, et le fait de cultiver, quoi, le maintien d'un réseau en disant on ne sait pas à l'avance, peut-être que dans 10 ans ce jeune étudiant en droit là qui est à Orléans, il sera peut-être ministre dans un pays que sais-je, africain ou un pays des Balkans, et le fait d'avoir gardé ce lien
le moment venu est finalement le point de départ de ce processus de médiation, hein, qui, on pourrait dire, n'est pas planifié, n'est pas structurellement organisé, mais qui pourrait avoir aussi un peu de souffle de l'esprit, quoi, qui parfois inspire des processus inimaginables. Et d'ailleurs, dans cette perspective de promouvoir la paix, je crois qu'il continue à assurer des rencontres après la rencontre d'Assise. Alors, tout à fait, c'est un point clé aussi œcuménique, hein, dans le souci des rencontres interreligieuses, parce que hélas, il y a de nombreux conflits qui ont encore leur source dans leurs sources ou prennent la forme de conflits religieux. Chaque année, la communauté organise une conférence faisant suite aux rencontres d'Assise, hein, sur la construction de la paix. C'est lieu donc au Trocadéro en 2011, à Paris notamment. Et donc, on voit qu'on est toujours dans cette même, on voit qu'on est toujours dans cette même démarche de présence au monde, d'attention à ce qui se vit, et puis de témoignage. Voilà. Et en résumé, enfin, on peut quand même dire que cet engagement pour la paix leur vient de l'Évangile et de ce choix prioritaire pour les pauvres, hein. Et dans cette vie de la communauté, la prière est importante, la lecture de l'Évangile inspire leur action. Je crois que c'est très important pour eux. Ah, c'est la clé. Ouais. C'est la clé. On peut redire peut-être les 3 mots, les 3 piliers de leur action. Oui, hein, prière, pauvreté et paix. Eh bien, merci Jean-François et merci à l'autre Jean-François, notre technicien. Merci.